Ok. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va commencer notre webinaire avec notre chère Karen Astrid. Aujourd'hui, là, notre webinaire tourne autour de l'entrepreneuriat et intitulé Se lancer dans l'entrepreneuriat, par où commencer. On sait toujours qu'il y a des gens qui ont des idées, mais toujours des points d'interrogation qu'il faut avoir des réponses pour se lancer, pour percer le marché, pour commencer son aventure en affaires. Donc, c'est toujours un très beau point là, par commencer là, de savoir où commencer et puis un peu euh, diminuer la peur, si j'ose dire, là, pour avoir toute la vision claire pour bien se lancer parce que le démarrage est une phase très, très importante dans la vie d'un entrepreneur. Peut-être que je vais donner une petite, un petit aperçu là sur Paro. On est un organisme à but non lucratif. Euh, Notre mission principale, c'est de soutenir les femmes pour commencer leur aventure en entrepreneuriat et puis aussi comme pour garantir leur autonomie financière à travers l'entrepreneuriat. Et ce, à travers plusieurs services on offre dans notre centre. On a des webinaires comme celui d'aujourd'hui, des ateliers où les entrepreneurs pourraient s'enregistrer et avoir la chance d'avoir un expert devant eux et puis poser leurs questions. On a aussi des conseillers. Chaque membre de Paro, chaque client Paro peut avoir un conseiller qui pourrait l'aider l'écouter, répondre à ses questions et soutenir l'entrepreneur ou l'entrepreneur femme parce que principalement notre mandat est de soutenir les femmes entrepreneurs. Il y a aussi des opportunités de financement. Actuellement, on a l'opportunité de travailler sur le WIOC programme. C'est une opportunité de financement gouvernemental et Paro était honoré d'être choisi parmi tous les organismes à but non lucratif dans la région de l'Ontario pour supporter les femmes à postuler pour ce programme. On a aussi des cercles de soutien et puis j'en passe, on a tellement de services, je ne vais pas comme grignoter sur le temps de l'atelier. Et puis, on encourage vivement les gens qui sont intéressés ou les femmes entrepreneurs qui sont intéressées de visiter notre site web, paro.ca, paro.ca, pour avoir plus d'informations et puis on va les contacter pour répondre à leurs. Sans plus tarder, je vais laisser la scène à Karen. Je vais aussi la laisser se présenter aujourd'hui et puis on va commencer notre webinaire. La parole est à toi, Karen. Super, merci beaucoup. Je suis contente d'être avec vous ce matin. J'ai une petite présentation, donc je vais partager mon écran. Est-ce qu'on voit bien, j'espère? Oui, on le voit bien. OK, super. Donc, bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aime toujours dire que 30 minutes, c'est pas beaucoup, mais je vais faire de mon mieux pour être bien concise, puis on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose que j'aime faire aussi, c'est de faire des reconnaissances de territoire. Donc, je reconnais que nous sommes sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples Anishinaabe et Huron-Wendat. Je reconnais notre obligation commune de respecter, d'honorer et de préserver ces terres et les ressources naturelles qu'elles contiennent. Donc, on va commencer. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'on va voir ensemble. Donc, la première chose, c'est que je vais m'introduire parce que c'est toujours bon de savoir avec qui on fait affaire. Ensuite, on va parler de qu'est-ce qu'un entrepreneur, du mindset de l'entrepreneur et je vais vous présenter 4 étapes à suivre pour se lancer. Donc, on va y aller vraiment très simple parce que, comme on disait tout à l'heure, des fois, c'est un peu, lorsqu'on a peur, on ne sait pas trop par où commencer.
ça peut être difficile de faire le saut. Donc, les 4 étapes simples à vraiment prendre à cœur lorsqu'on veut se lancer. Et on va terminer par quelques conseils que j'ai à vous donner. OK? Donc, je suis Karine Aristide, donc je suis dans la région d'Ottawa depuis pas mal longtemps. Je suis de Montréal, j'ai grandi à Montréal, je suis arrivée dans la région, j'avais 16 ans. Et c'est ici que j'ai rencontré mon mari. Donc, on est mariés depuis 24 ans cette année. Et on a 5 enfants ensemble, âgés de 16 à 20. Le plus vieux va avoir 23 ans en août. Donc, vraiment, ça passe vite. Et je suis entrepreneur depuis 2002. Et j'aime toujours dire que c'est grâce à mes enfants parce que j'étais très carriériste. J'ai commencé dans le domaine de l'aide à l'emploi que j'aimais vraiment. Et lorsqu'on a décidé de déménager dans une nouvelle ville, donc, personne ne voulait m'engager parce que j'étais enceinte. Dans ce temps-là, on était au 2e et j'ai vraiment, à reculons, je suis devenue mère à la maison. Mais c'est comme ça que j'ai découvert des femmes qui non seulement prenaient soin de leur famille, mais aussi qui prenaient soin aussi de leur profession, de leur côté professionnel. Donc, pour moi, c'était vraiment comme on dit en anglais, le jackpot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et j'ai bâti 5 entreprises de zéro depuis. Et je peux dire à date parce que quand on tombe dans la soupe de l'entrepreneuriat, c'est difficile d'en sortir. On va voir pourquoi. Mais pour moi, ça a été vraiment un élément déclencheur pour être qui je suis aujourd'hui. Donc, mon domaine d'expertise, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat pour les parentpreneurs. Donc, je travaille beaucoup avec des parents comme moi-même qui ont décidé aussi de bâtir une entreprise. C'est comme un autre bébé lorsqu'on a une autre entreprise. Donc, et aussi à travers de mes expériences et de ce que j'ai compris au niveau de ma mission. Donc, le côté développement personnel et santé mentale est aussi une expertise que j'ai développée. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu de qui je suis. Donc, la première des choses, c'est définir qu'est-ce qu'un entrepreneur. Donc, cette définition vient de la Banque des entrepreneurs, la banque BDC. Et donc, l'idée, c'est que c'est une personne qui fonde ou possède une entreprise. Donc, souvent, les entrepreneurs sont vus aussi comme des gens qui réussissent en prenant des risques. Et souvent, dans les activités qu'ils font, il y a un élément innovateur aussi qui peut ressortir. Donc, souvent, l'entrepreneur va partir d'une passion et va développer cette passion pour en faire du profit. Donc, souvent, ils vont voir qu'est-ce qui se passe dans le marché et voir qu'il y a un besoin et ils vont essayer de rencontrer ce besoin d'une manière innovateur. Donc, ça m'amène à parler maintenant du mindset d'un entrepreneur à succès. Donc, comme j'ai dit, la base d'un entrepreneur à succès, c'est la passion. Donc, on commence avec quelque chose qui nous passionne, qu'on veut explorer, d'autres éléments très communs au niveau d'entrepreneurs qui réussissent et qui continuent à innover, la persévérance, la résilience, la patience, beaucoup de patience, la détermination, le courage, l'optimisme.
Donc, c'est vraiment des caractéristiques très importantes qui sont communs avec plusieurs études qui ont été faites, plus particulièrement la BDC a fait une étude qui démontre vraiment que l'entrepreneur, bon, les études, les sondages, les entrevues, ça démontre que c'est vraiment des caractéristiques clés qui ressortent. Donc, avec ces caractéristiques-là aussi, il y a 3 autres caractéristiques qui sont très preneurs lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, et c'est l'indépendance, l'autonomie et la flexibilité. Ce sont des choses qui attirent les gens qui recherchent ces caractéristiques-là. Souvent, ils vont décider de devenir entrepreneurs. Donc, il y a de l'épanouissement qui vient et lorsqu'on passe d'employé à entrepreneur, ça devient vraiment quelque chose qui nous amène à se dépasser. Et j'aimerais vous parler d'un certain modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais je crois que pour comprendre le mindset de l'entrepreneur et pour se positionner pour le succès, c'est important de comprendre ce modèle-là. Donc, c'est un modèle qui s'appelle le cadran du cash flow. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce modèle. C'est par un entrepreneur nommé Robert Kiyosaki. Donc, je vous encourage à aller regarder. Il a écrit plusieurs livres aussi, mais je vais vous donner quand même la base de ce que le modèle nous démontre. Mais je vais vous encourager vraiment à pousser un peu plus sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vraiment faire un petit survol. Donc, le cash flow, vous voyez la petite image que je vous ai mise à côté. Donc, le cadran du cash flow a 2 axes. OK? Donc, l'axe vertical, on parle de l'individu, l'emploi du temps de l'individu. OK? Donc, on parle de si l'individu travaille pour lui-même ou elle-même ou pour quelqu'un d'autre. OK? Ensuite, l'autre axe qui est horizontal, là, on parle des sources de revenus. OK? Ici, on parle de si l'argent est gagné de manière active ou de manière passive. OK? Ensuite de ça, avec ces axes, on a 4 catégories. OK? Et ça, c'est ça qui donne le cash flow, le cadran de cash flow. Donc, la première catégorie, c'est employé. OK? Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous vous situez ici dans le cadran employé. Donc, c'est en haut à gauche. Donc, un employé, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, qui reçoit un salaire fixe en échange du travail, du temps qu'il donne. Donc, on échange du temps pour de l'argent ici. OK? Et la très grande majorité de la population se retrouve dans cette catégorie. OK? Donc, encore à gauche, on a le travailleur autonome. OK? Donc, le travailleur autonome travaille pour lui-même. Donc, ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, travaille pour lui-même. Donc, se crée un emploi. OK? Donc, le travailleur autonome gagne de l'argent en échangeant son temps pour de l'argent pour des clients. OK? Donc, on parle souvent de consultants, de freelancers, de solopreneurs et tout. OK? C'est des gens qui sont seuls à offrir le service. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui dictent qu'est-ce qu'ils font et ils décident de comment ils gèrent leur temps et qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. OK? Ensuite,
on va dans le côté droit maintenant du cadran en haut. OK? Donc, en haut, on a le propriétaire d'entreprise. OK? Donc, ici, la personne possède une entreprise qui lui permet de gagner de l'argent de manière passive. OK? Donc, souvent, le propriétaire va embaucher des employés et c'est les employés qui font le travail. OK? Donc, lui, il gagne de l'argent selon les efforts des autres. Mais souvent, il doit aussi mettre de l'effort, mais ce n'est pas autant d'efforts. Donc, l'effort est partagé. Maintenant, on a la dernière catégorie en bas à droite. Maintenant, c'est l'investisseur. OK? Donc, l'investisseur, dans le fond, fait son argent travailler pour lui. OK? Donc, c'est complètement passif. Donc, il n'y a pas d'échange de temps pour de l'argent ici. OK? Donc, on investit dans les actions, les obligations, des fonds communs, l'immobilier, toutes sortes d'activités et tout. Donc, l'idée dans tout ça, c'est que le revenu est généré sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Donc, pendant qu'on dort, on fait de l'argent ici. OK? Donc, Robert, l'objectif de Robert dans tout ça, c'est de créer un modèle qui encourage les gens de passer du côté gauche au côté droit. OK? Donc, on passe d'employé ou de travailleur autonome parce que le travailleur autonome est quand même c'est comme s'il est employé parce que s'il arrête de travailler, il ne fait plus d'argent. OK? Donc, l'idée maintenant, c'est d'aller vers le côté propriétaire d'entreprise et investisseur. Comme ça, on génère des revenus de manière passive et c'est plus simple et moins taxant de créer de la richesse à long terme. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? C'est beau? OK. Donc, on pourra faire une période de questions après. OK. Donc, on va passer maintenant aux 4... Oups. Est-ce que vous voyez les changements? OK. Oui, tu es à la slide avec les quatre étapes à suivre, OK. Oui, exactement. c'est OK, bon. parfait. Donc, maintenant, on va voir, lorsqu'on a décidé, on a pris cette décision de faire le saut. Donc, on passe d'employé à soit travailleur autonome, propriétaire d'entreprise ou investisseur et tout. Donc, il y a certaines étapes qui sont importantes qu'on va aller voir. Donc, la première étape, c'est l'idéation. Deuxième étape, la planification. Troisième étape, le financement. Et quatrième étape, le support. OK? Donc, première étape, trouver une idée d'entreprise. Donc, ici, et je peux vous dire que je vais faire un autre webinaire seulement sur trouver une idée d'entreprise, donc je ne vais pas passer trop de temps ici, mais l'idée, c'est d'identifier des opportunités en établissant nos objectifs professionnels et personnels. Souvent, on fait juste travailler parce qu'on a besoin de payer nos factures, mais ce n'est pas une manière de vivre. OK? On est des êtres passionnés, donc on a une contribution à faire, puis cette contribution peut aussi nous aider à vivre. OK? Donc, des questions à se poser à ce niveau-là, c'est ce qui nous dérange. Et aussi, parce que des fois, quand quelque chose nous dérange, on peut découvrir une passion derrière ça. OK? Une autre manière, c'est dans quoi on est habile? Qu'est-ce qui est facile pour nous? OK? Ou peut-être qu'est-ce que les gens viennent à nous pour toutes sortes souvent, les gens viennent à nous pour toutes sortes de choses, puis on ne réalise pas que c'est des choses qu'on pourrait transformer en projet d'entreprise. OK? Donc, c'est des choses à vérifier. OK? Aussi, c'est quoi les besoins dans notre entourage? OK? Une autre chose qui est importante aussi à cette étape-là, c'est lorsqu'on décide vraiment que, OK, on va aller vers cette direction-là, mais il faut aussi déterminer, est-ce que
on veut vendre des produits? Est-ce qu'on veut offrir des services? Ou est-ce qu'on veut faire une combinaison des deux? OK? C'est très important. Deuxième chose à ce niveau-là qui va nous aider, c'est d'évaluer la viabilité. OK? Donc, on va vérifier un peu s'il y a une demande dans ce qui qu'est-ce qui est ressorti dans notre évaluation, dans notre questionnement. On va vérifier s'il y a une demande. On va vérifier pour voir est-ce que si on décide d'offrir ça, est-ce qu'il y a un potentiel de marché? Mais on va parler un petit peu plus par rapport à ça tout à l'heure. Mais c'est bon de regarder un peu s'il y a des gens qui font déjà ce qu'on pense faire, ce qu'on pense offrir. C'est bon aussi de déterminer quel genre de revenus qu'on veut générer, parce que comme on disait un peu plus tôt, c'est possible de commencer directement en générant des revenus beaucoup plus passifs que actifs. OK? Donc, on est dans l'ère de la technologie aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs opportunités au niveau de la technologie qui permet qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Ou des fois, on a un effort à faire au début, mais ensuite, ça se génère seul. OK? Autre chose aussi, c'est peut-être de tester un concept. Hein? Donc, on peut offrir quelque chose sans nécessairement charger pour voir si c'est quelque chose qui intéresse. OK? Donc, ça, c'est une manière de voir si l'idée qu'on a est viable. OK? Puis, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait ça puis on le fait bien, bien, ça fait qu'on peut se bâtir une base de clients potentiels. Puis, le bouche à oreille, ça va vite. OK? Fait que souvent, il y a des gens qui font des choses par passion et finalement, ils réalisent que, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les gens et ils deviennent entrepreneurs vraiment comme par la force des choses. OK? Donc, c'est à vérifier. Puis, c'est une bonne manière de voir si notre idée est viable. Ensuite, c'est développer une proposition de valeur unique. Donc, très important parce que souvent, c'est ça qui freine aussi les gens parce que des fois, ils trouvent une idée puis ils sont comme oui, ils sont passionnés, mais ils voient d'autres personnes qui l'ont fait, peut-être ça n'a pas fonctionné ou peut-être, en tout cas, toutes sortes de choses. Donc, c'est important de regarder, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe présentement avec les gens qui soit ont offert le service ou qui sont en train d'offrir le service pour voir comment on peut l'offrir d'une manière unique. C'est quoi en anglais, on dit les gaps, les trous qu'on pourrait venir combler. OK? Une autre chose aussi qui peut nous aider à nous différencier, c'est en regardant comment les problèmes sont résolus. OK? Puis ensuite, on peut voir, mais quelle est la manière unique que je pourrais trouver pour résoudre ce problème-là vraiment d'une manière innovateur. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les gens vont dépenser selon la valeur qu'on leur offre. OK? Donc, des fois, quelqu'un peut offrir quelque chose, puis la qualité de ce que la personne offre fait qu'il n'y a pas vraiment d'avancement. OK? Mais si nous, on voit ça et on peut trouver les manières de venir avec quelque chose qui donne la valeur, puis qui fait un changement réel dans la vie de la personne, mais on va vraiment avoir
cette différenciation qui va faire que notre projet va fonctionner peut-être mieux que le projet de quelqu'un d'autre. OK? Mais l'idée, ce n'est pas nécessairement de voir l'autre comme une compétition, parce qu'on a toujours vu, hein, quand on va faire l'essence, par exemple, il y a plusieurs stations d'essence qui sont ensemble. OK? Donc, l'idée, c'est que la concurrence ou la compétition, ça fait que ça donne des opportunités. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va voir souvent, même les restaurants, il y en a plusieurs qui vont être ensemble parce que c'est là vraiment qu'on peut voir que ce domaine-là d'activité amène vraiment du mouvement. OK? Donc, il faut toujours voir la concurrence ou la compétition comme une opportunité. OK. Donc, c'est ça pour notre première étape. OK? Donc, passons à la deuxième étape, qui est de planifier. Donc, on a décidé ce qu'on veut faire. Maintenant, il faut qu'on planifie. La première des choses, quand on parle de planification, c'est de faire un plan d'affaires. Maintenant, il y a toute une histoire au niveau des plans d'affaires, OK? Je dois vous dire que moi, j'ai tendance à croire que le plan d'affaires dépend du secteur d'activité qu'on a choisi. Il y a des secteurs d'activité qui ne demandent vraiment pas un plan d'affaires élaboré. OK? C'est sûr qu'il y a des formats qui sont standards. OK? Donc, il y a vraiment 4 domaines principaux qui sont, je dirais, plutôt comme importants. OK? Lorsqu'on parle de plan d'affaires, mais ça peut être une page. Ce n'est pas obligé d'être 20 pages. OK? Donc, on peut avoir un paragraphe pour chacun de ces catégories. Donc, on parle de profil de l'entreprise, on parle de comment on veut effectuer nos ventes et notre marketing, comment on veut opérer, donc les opérations, et ensuite l'information financière. OK? Donc, c'est vraiment 4, je dirais comme, voyons, c'est 4 principes importants qui peuvent, dans le fond, être élaborés de différentes manières, mais vraiment, si on a ça, on est bon. OK? Donc, encore une fois, tout dépendant de genre de secteur qu'on a choisi, ça va soit nous demander plus d'informations que d'autres. OK? Puis, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut trouver pour au moins commencer. La BDC, justement, est une bonne ressource pour ça, mais je vais parler des ressources un peu plus tard. Mais l'idée, c'est même si on n'a pas nécessairement toutes les réponses, mais au moins si on a ces quatre éléments, bien, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. OK? L'autre chose aussi qui est importante, c'est d'effectuer une analyse qu'on appelle SWOT. C'est un acronyme anglais: Strength, Force, Weakness, Faiblesse, Opportunities, opportunités, et puis Threats, pour le T, qui est les menaces. OK? Donc, encore une fois, tout dépendant du secteur qu'on a choisi, le service ou le produit qu'on a choisi, qu'on veut mettre sur le marché. Donc, il faut regarder nos forces à nous, donc notre expertise, nos compétences, notre réputation aussi, parce que ça vaut de l'or lorsqu'on est capable de s'appuyer sur ce qu'on a fait auparavant, même si on est employé. Je vais vous dire quelque chose. Même en tant qu'employé, vous êtes entrepreneur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que
dans le fond, oui, ce que vous offrez, c'est quelque chose qui vous est soi-disant imposé, mais en même temps, la manière que vous performez, la manière que vous offrez le service, c'est votre manière à vous. Donc, l'idée, c'est de voir même dans votre emploi, qu'est-ce que vous avez établi comme réputation, comme relation, quel projet vous avez réalisé, tout ça. Parce que tout ça, ça va vous aider à identifier des opportunités potentielles pour votre entreprise à cause de les forces que vous avez. Ensuite, les faiblesses, bien important de connaître nos faiblesses, mais il ne faut pas focus. On ne met pas le focus sur les faiblesses, mais il faut les connaître. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a comme lacune au niveau de nos compétences? Quels problèmes qu'on aurait au niveau d'offrir le service qu'on veut offrir? Quelles sont les ressources qu'on n'a pas et tout ça? Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de connaître c'est quoi nos faiblesses pour être capable d'établir les risques potentiels pour l'entreprise. Ensuite, les opportunités. Donc, encore une fois, on regarde, lorsqu'on parlait tout à l'heure de regarder qu'est-ce qui se passe dans le marché, donc l'idée aussi, c'est de voir quoi d'autre qu'on pourrait offrir dans cette même lignée. OK? Donc, on parle de tendance. Donc, des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a, par exemple, pour le secteur de la nourriture, par exemple, si on a une idée, je ne sais pas moi, de confectionner des gâteaux spéciaux et tout, mais il y a une tendance maintenant, tu sais, vers tout ce qui est vegan, tout ce qui est gluten-free, des choses comme ça. Donc, regardez ces tendances-là, puis voir si même on peut faire des partenariats stratégiques parce que quelqu'un peut avoir, je ne sais pas moi, la personne a un restaurant et puis la personne veut commencer à offrir certaines choses. Donc, on peut faire des partenariats comme ça pour nous aider à rentrer dans le marché. OK? Donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les opportunités qui nous aident à développer à court terme, mais aussi peut-être à long terme aussi. Donc, il y a des choses, peut-être ce n'est pas pour maintenant, mais de l'avoir dans le radar, c'est bon. OK? Donc, ça nous aide à continuer d'être à l'affût des choses. Donc, dernière chose, c'est les menaces, pardon. Donc, là, on a parlé de concurrence tout à l'heure, mais comme j'ai dit, moi, personnellement, je vois la concurrence comme une opportunité, OK? Mais il y a des choses aussi qui peuvent impacter la manière qu'on démarre ou ce qu'on peut faire. Comme par exemple, tout ce qui est arrivé avec la COVID, ça a beaucoup impacté les entrepreneurs, ceux qui sont en démarrage, puis ceux qui étaient déjà en marche. Donc, tous les changements au niveau de ce qui se passe dans notre secteur d'activité, les changements globaux et tout ça, les problèmes de sécurité, toutes ces choses-là, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui pourrait avoir un impact pour qu'on puisse avoir un plan de contingence. Ce n'est pas toujours facile ou même possible d'avoir un plan de contingence, mais au moins, si on fait le travail d'avance, on est capable d'aller chercher l'aide qu'on a besoin si nécessaire. OK? Donc, juste pour te rappeler, Karine, pardon, là, on a un petit 12 minutes, 10-12 minutes. OK, merci. Je vous ai dit, c'est difficile. Donc, je vais essayer d'aller rapidement sur les autres choses. Donc, l'autre chose que je voulais dire aussi, très important d'élaborer un plan simple au niveau de la stratégie de marketing. OK? Donc, tout dépendant encore du secteur d'activité, ce qu'on a choisi de faire, il y a plusieurs manières de faire le marketing, mais il faut choisir le marketing qui colle avec nous. Donc, même si un choisit un certain véhicule, ça ne veut pas dire que c'est notre véhicule à nous. Donc, très important d'être capable de voir, OK, quel est le véhicule qui va aller aussi avec mes forces et les faiblesses que j'ai, puis de voir, parce que
au niveau du marketing, ce qui est important, c'est la constance. Donc, si on est capable de maintenir une certaine manière, puis des fois, il faut faire un pivot, mais souvent, lorsqu'on commence au moins avec une manière, comme par exemple, si on choisit les réseaux sociaux, exemple, mais l'idée, c'est d'être vraiment très consistant puis qu'on choisit un médium pour commencer et ensuite être constant dans ça. OK? OK, on va passer à la troisième étape ici, donc le financement. Donc, c'est sûr qu'au niveau du financement, il y a plusieurs manières d'y aller, mais les trois choses qui sont très importantes, la première chose, c'est d'établir un budget, de voir c'est quoi la rentabilité de mon entreprise, calculer les coûts de démarrage, les coûts des opérations et tout ça, et de faire un plan financier simple, un petit peu de projection pour comprendre la viabilité de ce qu'on est en train de faire. Ensuite, considérer les différentes options de financement qui sont disponibles. Donc, encore une fois, tout dépendant de ce qu'on a choisi. Des fois, ça peut être des prêteurs privés. On peut même commencer des fois avec nos parents et amis qui veulent nous supporter dans notre projet. Puis ensuite, on peut regarder à d'autres sources de financement au niveau de subventions gouvernementales, des investisseurs, aussi la banque et tout ça. Donc, je crois qu'au niveau des finances, du financement, il faut y aller étape par étape. OK? Donc, très important. Et aussi, il faut se préparer lorsqu'on choisit d'aller chercher du financement pour qu'on puisse bien se présenter. Donc, l'idée d'avoir le plan d'affaires, même un plan d'affaires simple, c'est là que ça rentre en ligne de compte lorsqu'on veut aller chercher des investisseurs potentiels. Donc, apprendre à bien se présenter, ensuite de donner vraiment quelle est la valeur ajoutée qu'on amène dans le marché, très important. Aussi, ce qui est important aux investisseurs, c'est qu'ils veulent faire confiance. Donc, il faut qu'on démontre qu'on est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. OK? Et il faut être prêt à répondre à toutes sortes de questions. Donc, le plus préparé qu'on est, le mieux c'est. OK? Quatrième étape maintenant. On va aller à la quatrième étape. Est-ce que vous voyez le changement? OK. OK. Donc, obtenir le support, absolument. Donc, il faut prendre avantage des ressources. Puis, on vit dans un pays qui a beaucoup, beaucoup de ressources pour les personnes qui veulent se lancer en affaires et ça devient de plus en plus courant. Donc, c'est sûr que tout dépendant de la région dans laquelle on vit, il y a des organismes comme Paro, effectivement, il y a les chambres de commerce, il y a des accélérateurs, des incubateurs, des fonds de démarrage. Tous ces organismes-là offrent des séminaires, des activités de réseautage, tout ça, pour être capable, dans le fond, d'accompagner l'entrepreneur qui décide de se lancer. Donc, très important même, on fait une petite recherche Google, puis on va trouver tout ce qui est dans notre région. C'est sûr que, comme j'ai dit auparavant, j'ai parlé de la BDC, c'est une très, très, très bonne source pour le démarrage. Vraiment une source excellente, donc je vous recommande ça, bdc.ca, très, très facile. Puis, dans l'aspect du support, important de trouver des mentors et des conseillers. Moi, ça fait au-delà de 20 ans que je suis en affaires, puis non seulement j'ai pu bénéficier de mentorat et de conseils extraordinaires par d'autres entrepreneurs chevronnés, mais aussi moi, j'aime beaucoup accompagner les entrepreneurs en démarrage. C'est vraiment, je trouve que c'est une clé pour nous aider à persévérer
d'avoir ce sentiment de communauté, ce sentiment de soutien, d'appartenance et même d'apprendre de quelqu'un qui a déjà passé par là pour qu'on puisse éviter certaines erreurs et aussi ne pas avoir d'idées préconçues. Donc, très important de chercher des gens avec qui on est à l'aise, qu'on peut vraiment avoir cette relation. Recruter aussi éventuellement lorsque on est bien établi, même avant qu'on soit capable de recruter des membres d'équipe, c'est important de commencer à penser à ce genre de choses. Quel genre de personnes avec qui j'aimerais m'entourer, que j'aimerais collaborer, avec qui j'aimerais collaborer, puis d'avoir même, si possible, une liste de caractéristiques qu'on recherche des gens qui veulent nous accompagner dans notre vision. Donc, ce n'est pas tout le monde qui veut être entrepreneur. Il y a des gens qui préfèrent être employés. Donc, lorsqu'on prend cette décision de devenir entrepreneur, c'est possible qu'on soit propriétaire d'entreprise et qu'on engage des gens. Donc, c'est important de commencer à penser à ces choses-là. OK? Donc, quelques conseils pour terminer. Donc, dans la même lignée, on parle de juste prendre la décision. OK? Il n'y aura jamais un bon moment pour faire ça. Donc, si vous avez ça à cœur, ça trotte dans votre tête, moi, je vous conseille de prendre la décision. OK? Puis au moins, commencer à explorer les idées d'entreprise. OK? L'autre chose qui est importante, c'est se choisir. Moi, c'est comme mon bébé. Très important de prioriser son bien-être à tous les niveaux. Parce que des fois, on est dans un emploi qu'on déteste et on fait ça parce qu'on doit payer les factures et je comprends. Mais je vous garantis que si vous choisissez quelque chose qui vous passionne, même de le faire à côté, vous allez voir une grande différence dans votre niveau de passion dans la vie et de motivation et tout. OK? Troisième chose, normaliser le risque. Ça, c'est une des choses qui freine souvent les gens de se lancer. Donc, les risques calculés sont bons, les amis. Donc, ça fait une partie intégrale du parcours entrepreneurial. Puis, ça nous aide à nous dépasser, à vraiment sortir de notre zone de confort, qui m'amène à mon quatrième conseil. N'aie pas peur de rêver, n'aie pas peur de rêver, OK? Parce que lorsqu'on rêve, au moins, on est capable puis l'idée, c'est d'avoir la grosse photo, puis de mettre un plan sur pied pour pouvoir y arriver. Mais si on réfléchit trop petit, souvent, c'est là qu'on abandonne, OK? Donc, je vous conseille d'ouvrir vos horizons un petit peu et de considérer l'entrepreneuriat et de rêver plus grand. Et je vous remercie de votre écoute. Désolée que j'ai passé vite à la dernière partie. Je ne sais pas si celles qui sont là ont des questions. Donc, je te remets le bal. Super. Merci beaucoup, Karine, pour ta présentation. C'était vraiment étape par étape, là, tellement clair que parfois, quand on commence là, le process, et puis il y a tellement l'idée on est comme habité par notre idée, par notre produit. Parfois, il faut juste prendre un peu le temps de faire les choses d'une manière, je dirais pas académique, mais au moins avoir un process devant nos yeux à suivre. Étape 1 qui va t'amener vers l'étape 2, qui va t'amener vers l'étape 3, ainsi de suite. Parce que moi, je crois qu'un bon démarrage, ça met toutes les chances du côté de l'entrepreneur pour qu'il réussisse son aventure. Et puis, moi, je vais avoir quelques questions pour toi. Euh,
une des questions que je ne cesse pas là d'aborder à chaque fois que j'ai l'opportunité, c'est pour le plan d'affaires. Oui, Je sais que parfois, là, c'est la bête noire là, des entrepreneurs, oui. mais je veux que tu nous donnes quelques astuces pour un peu, comment dirais-je, combattre la page blanche, parce que Oui, la plupart des entrepreneurs, pour eux, un plan d'affaires, ça doit être comme oui. un bouquin ou Un ça doit bouquin, être comme ouais, un livre, alors que c'est pas du tout. ouais. C'est vraiment, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de la phase, ça va dépendre de la personne, comment elle est. Il y a des gens Oui. qui vont tout dire dans une petite phrase. Il y en a d'autres que ça nécessite des pages pour exprimer ce qu'ils Mhm. veulent décrire. Oui, Donc, je te laisse un peu nous parler sur ce point. pas de problème. Euh, Encore une fois, pour moi, c'est vraiment parce que le plan d'affaires est une feuille de route. Donc, si on a un modèle simple d'affaires, donc l'idée, c'est d'avoir notre vision, notre mission claire, de savoir qui on veut desservir, de savoir aussi qu'est-ce qu'on amène au niveau de nos compétences et ensuite, c'est d'avoir une idée de comment on veut générer le revenu. OK? Donc, c'est sûr que lorsque ça devient plus complexe, euh, moi, je conseille d'être accompagné parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui aident au niveau de ça. Il y a des croquis qu'on peut utiliser. Il y a des croquis d'une page, il y a des il y a des croquis de 20 pages, tout dépendant de notre objectif. Donc, il faut y aller vraiment au niveau de où est-ce qu'on est rendu. OK? Puis aussi, ce qu'on a décidé d'entreprendre. Parce que si on part déjà avec une idée d'entreprise où ce qu'on a besoin vraiment de beaucoup de financement, comme on parle dans les centaines de milliers, là, mais c'est sûr que le plan d'affaires doit être beaucoup plus détaillé que quelqu'un euh, qui veut juste, dans le fond, être capable de subvenir à ses besoins de tous les jours. Donc, c'est un Mhm. peu ça. Puis, sincèrement, il y a beaucoup de solopreneurs qui ne font pas de plan d'affaires du tout. J'ai, dans les 5 entreprises que j'ai fait, et j'ai généré du revenu et je n'avais pas de plan d'affaires. Donc, ça dépend, encore une fois, de ce qu'on veut, bien, ce qu'on a décidé de faire, puis dans l'étape où ce qu'on est rendu, parce que souvent, le plan d'affaires sert à aller chercher du financement en bout de ligne. Donc, moi, quand je parle de plan d'affaires simple, c'est vraiment pour nous donner une feuille de route, une direction, puis être capable aussi d'expliquer ce qu'on fait, parce que lorsque on va dans un réseautage ou quelque chose comme ça, puis il faut comme faire une présentation et tout, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on présente. Donc, même le plan d'affaires simple va nous aider à bien articuler ce que notre entreprise peut amener. Je ne sais pas si ça Oui, répond. oui, non, non, OK. non, tout à fait, là, tout à fait. Parce que, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut juste aller mettre des lettres sur une page. Mhm. Et comme tu dis, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de gabarits, Oui, notamment à Paro, où on a la plateforme, la GoForth, OK. que les clientes pourraient utiliser pour avoir des gabarits. Mhm. C'est vraiment une super belle plateforme avec beaucoup de vidéos en streaming, c'est des formations à la demande, mais il y a aussi comme toute une batterie de gabarits, de plans d'affaires, de cash flow, de factures, de choses intéressantes qui pourraient intéresser. Et puis, il faut lever la main pour demander le C'est ça. support, que ça soit, comme tu as dit tout à l'heure, de l'entourage, mais aussi des professionnels. Il y a des organismes euh, qui aident, c'est leur mission, c'est leur expertise. Donc, il faut aller chercher de l'expertise. Oui. Et puis, il y a aussi le fait que il y a des entrepreneurs qui voient, parfois là, ils ne sont pas tous là, je ne veux pas généraliser, mais
pour eux, toute la partie préparation, c'est une perte de temps. On veut tout de suite arriver à la phase Hmm, de l'argent. oui, Mais pour générer de l'argent et bien générer de l'argent, et ça va être constant sur la durée, la oui, partie préparation est vraiment très primordiale et c'est parmi les facteurs de succès des absolument, entreprises. absolument. Donc, la Je ne sais pas, préparation va... François, Oh, oui, pardon, vas-y. vas-y, Non, je disais juste que la préparation va être selon ce qu'on a choisi d'entreprendre. tout à fait. Mhm. Je ne sais pas, Françoise, est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on a besoin tout le temps de résoudre un problème? Parce que quand Hmm, on développe un produit, euh, oui. on ne résout pas nécessairement un problème. Hmm, Moi, par exemple, je peux penser aux sauces épicées. Des sauces épicées, il y en a des tonnes. Il y en a oui. des tonnes. OK? Oui. OK? Est-ce qu'on va apporter notre sauce épicée qui est très spéciale, qui vient de notre pays, de la recette de notre grand-mère? Est-ce qu'on résout vraiment un problème? Est-ce qu'il n'y aurait Hmm, pas une autre approche que ça? Parce qu'il y mhm. a beaucoup de femmes entrepreneurs. euh, moi, mes produits, je ne résous pas un problème. C'est J'apporte ça. quelque chose d'intéressant, de Ouais, différent. ouais. Une autre expérience culinaire, je ne résous pas un problème. J'apporte un C'est ça. produit boutique de luxe, pas de luxe, mais un produit un petit peu de qualité, etc. Donc, quand on me dit, Françoise, il faut que tu résolves un problème, je suis là, pas trop. Donc, quelle est l'autre approche qu'on peut avoir? Oui, On peut offrir aux femmes et pas tout de suite les mettre dans une situation où ils vont se dire, mais moi, je ne résous pas de problème. oui. Ah, j'aime beaucoup ta question, Françoise, parce que moi, je suis dans cette mode de pensée que c'est à propos de transformer une passion en profit. Moi, c'est ça mon mode de pensée. Parce que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, même la chaise sur laquelle on est assise, eh bien, c'est quelqu'un de passionné qui a pensé à ça et qui est devenu essentiel maintenant pour nous. Donc, l'idée, c'est que il faut être passionné, il faut être capable de transmettre cette passion qu'on a d'une manière à ce que la personne va dire, oh, je ne peux pas m'en passer. Donc, ce n'est pas qu'on résout un problème, mais on vient rajouter quelque chose dans la vie de la personne, que ce soit, je ne sais pas moi, parce qu'au niveau de si on parle pour toi, Françoise, au niveau de la nourriture, je veux dire, tu sais, moi, j'en ai rien à cirer, comme on dit, là, de l'épicé, que que mon repas soit épicé, mais mon mari, c'est essentiel que son repas soit épicé. Donc, s'il n'y a pas de piment ou quelque chose comme ça, là, il ne mange pas, là. Puis il y a d'autres gens qui refusent carrément de manger quelque chose s'il n'y a pas d'épices. Donc, à ce niveau-là, c'est comme si on résoulait, c'est comme si c'est un problème qui est là, mais dans le sens que c'est une préférence que la personne a, puis c'est une expérience que la personne recherche. Hein? Donc, l'idée, c'est d'enrichir l'expérience de la personne avec notre produit. Mais il faut au moins que la personne soit en action dans quelque chose pour qu'on puisse dire, hey, tu fais déjà ça, c'est bien. Maintenant, voici qu'est-ce que je te propose pour enrichir ton expérience. OK? Donc, ce serait cet aspect que j'amènerais. Il y a Merci. aussi là, le côté, parce que comme tu dis, Françoise, l'idée là de ramener ton produit ou ton service pour résoudre un problème ou pour répondre à un besoin, c'était la première école du Hmm, marketing. Mais tellement le marché est inondé hmm, de tout et de rien, là, il y a des choses qu'on n'imaginait même pas avoir. On est passé de répondre à un besoin à l'étape de créer des besoins. oui. Ça crée un besoin. Au début, tu ne sais pas que tu as besoin de ça, mais une fois que tu l'essaies,
ça devient une C'est nécessité pour ça. Tu toi. peux pas t'en Donc, tu passes passer. de comme répondre des besoins élémentaires qui sont déjà existants. Oui. À un moment donné, il y a des choses là, comme par exemple le air fryer pour moi, ça a créé un besoin. Je vivais sans avant, mais une fois Exact. l'avoir, je peux Ouais, pas vivre sans. Donc, ça a créé un besoin pour moi. C'était c'est comme j'ai ça. franchi le pas vers une autre génération là. Donc, peut-être que toi, tu crées un besoin au début quand on n'essaie pas tes sauces, comme on vit la vie normale. Une fois, on ajoute ça sur, on peut pas C'est manger ça. sans parce que comme Karine a dit, ça vient enrichir l'expérience culinaire, ça vient enrichir le plat. Et Yeah. puis, comme tes papilles, ils sont pas comme ils n'acceptent pas que ce qui est accepté avant de découvrir ta C'est sauce. ça. Comme la création, comme il y avait répondre à C'est un bon, besoin, ça. mais là, on est dans l'ère là, de création de besoins. Yeah. Je pense que c'est partout, là, comme il y a tellement de choses qui facilitent la vie, il y a des choses qui sont superflues. Les gens vivaient avant sans, mais là, c'est comme primordial, on ne peut pas s'en passer. Donc, Oui. je pense que ça aussi. Oui. Puis, tu vois, maintenant, Françoise, là, je veux que tu m'envoies ton site Internet pour que j'aille prendre ça pour mon mari, tu vois? Non, mais Donc, moi, je fais pas des sauces épicées. OK. Je suis dans un domaine complètement différent, mais Mais c'est correct. Ouais. je sais que très souvent, on me demande est-ce que vous avez quelque chose d'épicé? Est-ce que vous avez quelque chose d'épicé? Et moi, je travaille avec les bières de microbrasserie. Voilà, donc je fais des gelées de bière. Et Ah, là, ben, je il vais serait peut-être, intéressé à ça, donc il n'y a ouais, pas de problème. donc je vais sortir peut-être une gelée de bière épicée, parce que les gens me le demandent. Mais des fois, j'ai envie de Hmm. répondre, mais je ne vais pas mettre des épices dans un produit juste parce que vous voulez mettre l'épice. Je veux que ça apporte quelque chose d'intéressant. Donc, si on rebondit là-dessus, là, j'ai fait un événement à une microbrasserie et j'ai goûté des sauces épicées que j'ai achetées, que j'adore, parce qu'il n'y a pas simplement le côté épicé, il y a aussi on passe par différentes saveurs, arômes, etc. Et c'est Hmm. très intéressant. Donc, c'était juste ça, parce que les choses épicées, on me le demande tout le temps. On me le demande tout le temps. Donc, j'ai dit, il va falloir que j'en sorte une, mais il faut trouver il faut trouver quelque chose d'intéressant. Voilà. Mhm. Il faut Ouais, Mhm. mais répondre des fois aux demandes des clients, des ouais. customers. Et c'est aussi quelque chose quand quelqu'un commence son entreprise, c'est de faire très attention parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir Hmm. leur dire pourquoi vous n'allez pas dans cette direction-là, pourquoi vous ne faites pas C'est ci, ça. pourquoi vous ne faites pas ça. Donc, il faut rester quand Yeah. même assez droit dans ses bottes, Focus. j'aurais tendance à dire Oui, et écouter, analyser et voir si c'est intéressant, mais ne pas passer du coq à l'âne parce que absolument. cette personne-là m'a dit de faire comme ça ou d'aller dans cette direction. Donc ça, c'est peut-être That's une des right. choses des difficultés et des challenges que je Mhm. vois quand on commence une entreprise. Ouais, Moi, je l'ai vu, les gens me ouais. disaient, si je peux parler de mon expérience, disaient, mais Mhm. pourquoi vous mettez votre logo sur vos petits pots de gelée? Pourquoi vous ne mettez pas simplement le logo de la microbrasserie? J'étais là. C'est quand même moi Hmm. qui fais le boulot, c'est quand même moi qui a développé le produit. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça et que je passerais à la trappe. Et il m'a fallu des années pour arriver. Il y a le logo maintenant des microbrasseries sur mes produits, mais c'est juste un petit label que je mets Mhm. sur le côté qui se voit très bien quand le produit est de face. Donc voilà, c'était une idée. Les gens sont arrivés à me disant oh ben non, il faut que vous enleviez votre logo, vous disparaissiez. Ça va Hmm. vendre. Oui, ça va vendre. Mais mon entreprise, le nom de mon entreprise, la qualité que j'apporte aussi fait vendre. Oui, Voilà. Et ça, il faut l'expliquer aux personnes il faut leur montrer que c'est important de tout à rester, fait. comme je dis, droit dans ses bottes. Et puis, Oui, on a une idée, on a une passion, il faut qu'on trouve un moyen de la faire évoluer et grandir, même en écoutant les idées des autres, mais pas de passer de l'un à l'autre. tout Moi, à j'ai une autre fait. question, si c'est possible. Oui, Alors, quand on est une femme et qu'on est seule ou bien quand on est une mère avec une mère je vais arrêter ça. monoparentale, je trouve que c'est Hmm. compliqué des fois pour une femme de créer une entreprise. Donc, Oui. quand on leur dit qu'il faut passer dans toutes ces étapes, elles vont peut-être Hmm. reculer. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus facile
avec Mhm. des étapes beaucoup plus simples et de dire aux femmes, bon voilà, vous êtes, parce que c'est aussi quelque chose que je trouve, euh, c'est-à-dire, on travaille beaucoup avec des femmes et les femmes, elles ont un boulot à côté, elles s'occupent Oui. des enfants, elles veulent créer une entreprise. Comment on peut les aider avec quelque chose de beaucoup plus Mhm. simple? Parce qu'un plan d'affaires, c'est très bien, mais comme tu le disais, il peut commencer par quelque chose de plus simple pour vraiment Absolument. leur montrer si l'idée est bonne, combien ça va leur coûter, puis peut-être de leur dire, il faut essayer. Faut Il faut essayer, essayer. absolument. Et puis voir ce Oui, que ça donne et puis grandir. Parce que le temps est limité. c'est ça, exactement. Puis, on, on doit, c'est pour ça que je disais au tout début, c'est important d'établir nos objectifs professionnels, puis personnels, parce que on est juste une personne. On ne peut pas se fondre en 4000. Donc, c'est important de déterminer qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Puis, parce que des fois, ce qui épuise, c'est de faire un travail qu'on déteste. Donc, quand on rentre à la maison, on n'a pas le mindset ou même l'énergie pour commencer à faire des étapes pour partir une entreprise. Donc, des fois, c'est de faire une évaluation. Puis c'est là aussi qu'on parle de risque calculé. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens attendent, et finalement, ils se retrouvent où c'est la maladie qui rentre, puis ils peuvent même plus faire ce qui leur passionne. Ils ont donné 20 ans de leur vie, 40 ans de leur vie à faire quelque chose qui ne les passionne pas, mais ça contribue aussi. Donc, il faut faire vraiment, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est un exercice que j'appelle la roue de la vie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un outil de développement personnel où ce qu'on regarde tous les aspects de nos vies, le travail, la santé, tout ça, OK, l'argent et tout. Et on donne un cote de, OK, c'est quoi mon niveau de satisfaction de 0 à 10? Je donne je fais une évaluation de où est-ce que je suis rendue au niveau de ma satisfaction. Et puis, avec ça, on regarde où le cote est le plus bas. Et c'est sur ça qu'on se concentre pour augmenter notre cote de satisfaction. Parce que ça ne vaut pas la peine d'essayer de bâtir une entreprise si dans mon couple, ça va vraiment mal, puis c'est ça qui pèse sur moi et tout ça. Écoute, on va aller voir c'est quoi qui gruge l'énergie pour être capable maintenant d'avoir un temps où on peut prendre pour soi, pour être capable de premièrement rêver, parce qu'il faut se mettre dans une atmosphère où si j'avais aucun bill, si j'avais aucune responsabilité, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Qu'est-ce que je ferais de mon temps? Parce que ça doit commencer par là. Parce que si on ne réalise pas qu'on est né pour quelque chose de spécifique, bien, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas mettre sur pied cette passion qu'on a. Donc, c'est important de prioriser cette étape-là. Puis souvent, c'est des étapes qui sont pas faites, qui fait que la personne rentre dans quelque chose, puis finalement, c'est le burn-out parce que il y a juste trop sur le plat. OK? Donc, des fois, il faut faire des concessions, des fois, il faut mettre des balises, des fois, il faut enlever complètement certaines activités, des fois, il faut responsabiliser les gens parce que des fois, on prend des choses sur nous qui sont vraiment pas, tu sais. Donc, il y a toutes ces affaires-là qu'il faut premièrement adresser. Puis ensuite, on est capable maintenant parce que des fois, c'est le trop-plein qui fait que la personne va, oh, je ne peux pas rajouter ça dans mon assiette. Non, on va enlever des choses avant, puis ensuite, on va aller vers ça. Puis des fois, ça va vouloir dire de couper des gens de notre vie parce qu'ils prennent trop de notre énergie. Des fois, ce n'est pas pour toujours.
Comme par exemple, il y a la famille, on peut pas, il y a des gens qu'on ne peut pas éliminer, mais on peut leur dire, écoutez, voilà, je suis en train de me concentrer sur ça présentement, donc je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire oui à ça, jusqu'à ce que ça soit établi, et ensuite, je pourrais. J'espère que ça aide. Merci. Pas de problème. Donc, c'était tellement enrichissant. Là, je sens que la discussion pourrait rester comme ça pendant plusieurs heures, là, pendant la journée, à discuter des choses tellement c'est intéressant. Et puis, comme j'ai dit toujours, là, ce qui est génial avec Paro, c'est qu'on est une équipe de femmes et on dessert des femmes. Il n'y a pas mieux qu'une femme pour comprendre une autre. Donc, donc, je trouve que c'est un peu particulier pour Paro, ce qui fait qui la sort du lot, là, ce qui fait son trait à un peu qui ramène quelque chose de nouveau là dans le marché. Et puis, les organismes, je ne vais pas nier qu'il y a beaucoup de ressources, mais comme je dis, avec tous les challenges qu'une femme peut affronter pendant la journée, il a la casquette de la maman, de l'entrepreneur, du salarié, de la sœur, de la conjointe. Et puis, parfois, elle s'oublie entre toutes ces casquettes. Il oublie ses rêves, il oublie ses ambitions. Et puis, notre mission est d'aller je dirais pas la secouer, mais de faire des rappels J'aime ça. à chaque fois là, pour ne pas qu'ils s'oublient entre tout ça. Donc, je te remercie beaucoup, Karine. C'était vraiment C'est un mon régal de t'avoir plaisir. parmi nous aujourd'hui. Merci, Oui. ma chère collègue Françoise. On va mettre à terme ce webinaire. Rendez-vous pour la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, avec un autre webinaire francophone de l'organisme de Paro. Soyez au rendez-vous. Et puis, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à travers nos réseaux sociaux ou notre site web. Et puis, il y a aussi la possibilité de contacter Karine, soit Absolument. directement avec elle ou à travers nous. Bonne journée à tous et puis on se voit au prochain atelier. Au revoir. Bye.